Ne pas être alarmiste parce que vous allez voir que le GIEC, et je vais vous en parler, est très alarmiste. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Mais je crois qu'il y a un grand pollueur, Monsanto, je crois, c'est lui qui pose tout dans le monde, vous parlez de lui. De Monsanto Oui, non, mais toutes les grandes firmes, voilà, toutes les grandes firmes, alors dans l'agriculture vous citez Monsanto, mais il n'y a pas que, hein, toutes les grandes firmes semencières ou les grandes firmes productrices d'engrais promeuvent une agriculture très, très polluante, effectivement, mais bon, il y en a, enfin on peut mettre le traitement des déchets aussi est une question extrêmement importante, hein, aussi. Parce que le traitement des déchets en faisant brûler les déchets est également énormément émetteur de gaz à effet de serre. Donc il y a et c'est le plus rentable pour un certain nombre de grands industriels du traitement des déchets. Bon, il y a plein de choses de ce point de vue qu'on pourrait dire. Juste, tout à l'heure, vous avez parlé d'autres... Tu me vous vois maintenant. Donc, tout à l'heure, tu as parlé sur les différents types de gaz de effet de serre. En faisant un schéma pour montrer un peu comment la répartition de production. En fait, vous avez peut-être oublié aussi de signaler qu'en fait, il y a le protoxyde d'azote ou le méthane, ils ont un facteur beaucoup plus puissant. C'est vrai qu'ils sont produits en petite quantité, mais en fait, leur facteur multiplicatif sur l'effet de serre est beaucoup plus puissant. Ça a parlé sur 4 vagues, c'est-à-dire produire 1 kg de CO2. C'est 1 kg de protoxyde d'azote, c'est quasiment 300 kg de CO2. Mais là, faire attention à ça. Mais là, dans les... Il n'y a pas que la production d'énergie. Bien sûr. Les autres gaz. Non, mais quand tu as le schéma, c'est toujours, on raisonne en équivalent, en équivalent de tonnes carbone. Celui-là, hein, voilà, sur la production des gaz à effet de serre. Hein. Alors j'en étais un peu plus loin. Mais tu as raison, autrement, chaque gaz à effet de serre a des durées de vie différentes, ça entre aussi beaucoup en ligne de compte parce que l'effet retard dont je vous parlais, et a des facteurs polluants différents. Le problème, c'est qu'on parle de ces problèmes-là depuis bien longtemps déjà, et au point que le GIEC a été mis à aparté par plusieurs gouvernements à un certain moment. Mais ça n'avance pas. Pour autant, ils sont tous conscients du problème. Je vous propose que ça, on le discute après, parce que c'est effectivement, là, on va le voir, on va le discuter avec les conférences des partis, et je vous propose qu'on en parle ensemble, ça me paraît important. C'est pour cela que je continue. Oui, mais je continue. Non, mais c'est bien de faire un point, parce qu'on voit, mais je dis que ces questions-là, bon, mais je sais pas, on a jusqu'à quelle heure? On a le temps que tu veux, c'est pour continuer. Bon, ben, vous avez les quantités de café nécessaires pour tenir une visite. Il faut tutoie, donc Vas-y, comme tu veux. Bien. Alors, le GIEC. Donc, le nom de GIEC, hein, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, c'est intéressant comme démarche, c'est l'ONU-CEDI. Et les conférences ensuite des partis ont repris ça à leur compte. Mais ils se sont dit, on ne peut pas être sur des polémiques sur la question du constat. Il faut qu'on arrive à trouver une façon de faire qui permet d'avoir un constat de l'évolution du climat, des facteurs producteurs de gaz à effet de serre et autres, qui ne soient pas contestables. Alors, si vous voulez, je reviendrai sur les contestations, les négationnistes du climat, ceux qui nient la responsabilité humaine dans la production, dans le réchauffement climatique, mais qu'on n'entend presque plus aujourd'hui. On les a entendus beaucoup il y a 4-5 ans, 7-8 ans. En France, il y avait Claude Allègre, dont vous avez peut-être entendu parler. Aux États-Unis, c'était plus sérieux, parce qu'aux États-Unis, c'était des entreprises du pétrole, des entreprises du charbon, qui avaient formé des groupes pour faire pression sur l'opinion publique, hein, des groupes des lobbies
pour faire pression sur l'opinion publique. En France, c'était plus quelques individus alors, qui étaient un peu soutenus par les industries pétrolifères et autres, mais ils étaient beaucoup plus... Là, maintenant, on les entend beaucoup moins. Mais le GIEC, c'est un nombre de personnes extrêmement important. C'est un réseau qui mobilise plusieurs milliers de savants. Le GIEC lui-même ne fait pas d'études. Le GIEC compile les études qui sont faites par des tas de laboratoires. Alors ça peut être un laboratoire sur l'évolution de l'état des océans, un laboratoire sur l'évolution de l'état de l'atmosphère, un laboratoire météorologique sur les phénomènes météorologiques, un laboratoire travaillant sur les questions d'agriculture, un laboratoire... C'est des tas de laboratoires, ils prennent l'ensemble des études, ils les font circuler, un rapport du GIEC, et le GIEC ne fait pas beaucoup de rapports. Le GIEC a été créé en 1988, le rapport qui est sorti là en trois phases, là, 2013-2014, c'est le 5e rapport seulement. Donc de 1998 à 2014, il n'y a que 5 rapports qui ont été produits. Pourquoi? Parce que le GIEC ne publie pas de rapport qui ne fasse pas l'unanimité de l'ensemble du réseau, de savants et de laboratoires. Donc, ils font circuler et ils produisent, éventuellement, ils donnent des fourchettes des fois. Ils disent les effets seront compris entre telle chose et telle chose. Mais ils n'écrivent rien qui ne soit accepté par tout le monde. Et plus important encore, le 3e rapport, qui est le rapport au gouvernant, est un rapport qui est visé par l'ensemble des États. Ce n'est plus un rapport seulement des experts, et il y a des économistes. Le 3e rapport est essentiellement écrit par des économistes, d'ailleurs, parce qu'il a des recommandations. Mais ces rapports sont des rapports qui sont aujourd'hui, je peux le dire, incontestables. Incontestables. Plus personne ne s'amuse vraiment, ou alors c'est vraiment des gens très bien identifiés comme étant au service de lobby, mais il n'y en a presque plus. Ce n'est plus contesté. Bon, donc là, je vous ai mis un certain nombre de points. Le GIEC a travaillé et continue à travailler sur comment faire pour rester dans cette limite de 2 degrés Celsius de réchauffement climatique. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais 2 degrés Celsius par rapport à 1850, c'est-à-dire par rapport au début de l'ère industrielle. C'est ce qui a été pris comme cadre sur les objectifs. Par exemple, le 5e rapport du GIEC, il y a eu 831 rédacteurs sur les 2 premiers volets. 235 rédacteurs de 57 pays pour le 3e volet, qui est la synthèse au gouvernement. Il y a eu plus de 12 000 publications scientifiques. Les publications scientifiques, vous savez qu'elles répondent à des critères très stricts. Elles doivent avoir été acceptées par plusieurs équipes de chercheurs, et elles sont publiées dans des revues scientifiques qui sinon les vérifient, mais au moins vérifient qu'elles sont intéressantes et que ce n'est pas des charlatans qui les ont écrits. Donc les 2 premiers, le 3e, la synthèse, elle fait que 30 pages. On considère que les gouvernants ils lisent pas beaucoup. Donc il ne faut pas les assommer. Mais voilà. Mais les 2 premiers rapports font 2000 pages. C'est assez conséquent, quoi. Je ne les ai pas lus. Et donc, des chiffres, hein, voilà. Donc le premier volet, je vous disais, le 27 septembre, c'est l'état des lieux du réchauffement climatique qui est analysé dans ce premier volet. Le 2e volet, c'est les conséquences observées à aujourd'hui et les projections, les prévisions de risques supplémentaires. Et le 3e volet, c'est la synthèse pour les décideurs. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'évolution des rapports du GIEC. Parce que le GIEC a à chaque fois une hypothèse optimiste, une hypothèse pessimiste, puis des hypothèses moyennes. Et on voit que l'hypothèse, qui était l'hypothèse pessimiste de la fois précédente, est devenue l'hypothèse optimiste.
C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire des 5 rapports du GIEC, ils ont constaté dans leur rapport lui-même la dégradation. Ils sont devenus de plus en plus pessimistes. Et donc c'est de plus en plus préoccupant. Donc c'est la théorie de la relativité. Si on veut, mais c'est à la fois la dégradation et le fait que les études sont devenues de plus en plus précises, de plus en plus... Notamment, par exemple, au début, ils ont raisonné que sur les phénomènes globaux moyens. Là, ils ont commencé à travailler sur les phénomènes par région du monde, pour essayer de préciser. Parce que quand je vous ai dit 1 mètre d'élévation du niveau des mers, c'est pas 1 mètre partout. C'est différencié suivant, c'est l'élévation moyenne. Quand on parle de 2 degrés Celsius d'élévation moyenne de la température du globe, c'est 2 degrés en moyenne, mais c'est différencié aussi par région. Il peut y avoir des phénomènes d'ailleurs très perturbants, mais très compliqués. La France, à la limite, pourrait se refroidir. Pourquoi? Parce que le Gulf Stream, actuellement, qui est... Vous savez que New York est à la hauteur de Madrid, je crois, en point de vue latitude. New York a des hivers extrêmement rigoureux, que Paris n'a pas du tout. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un courant froid qui descend sur la côte est des États-Unis et que le pendant de ce courant froid, c'est le Gulf Stream, qui est un courant chaud qui descend sur la Bretagne, qui irrigue un petit peu la Manche, et puis qui descend surtout sur les côtes de l'Atlantique, etc. Si ça s'inverse, eh bien les climats, là, au niveau local, s'inverseront. Il peut y avoir des phénomènes différenciés comme ça. Et donc, ils essayent aussi de travailler sur les grandes régions. Alors, au début des rapports du GIEC, ils disaient il est probable. Et ils mettaient des pourcentages de probabilité que l'élévation de la température globale soit due à l'activité humaine. Là, maintenant, ils sont à plus de 95% de probabilité. C'est pour vous dire que c'est pratiquement certain que ça, enfin de chance ou de malchance, mais 95% de probabilité que